Après la vidéo, je vous ai montré comment trouver les prochaines pépites, les cryptos qui sont capables de faire des fois 20, des fois 50 dans ce prochain bull run. Beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant, oui, c'est vrai, tu nous as montré comment est-ce qu'on fait pour dénicher. Mais est-ce que tu ne pourrais pas partager avec nous ta liste personnelle de cryptos que tu as sélectionné pour que nous aussi on puisse, n'est-ce pas, s'inspirer de ça pour mieux faire nos recherches. Alors c'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo. Ce n'est tout simplement pas un conseil en investissement, c'est tout simplement un partage de connaissances. J'ai pris pas mal de temps, j'ai analysé près de 1000 projets crypto pour dénicher, n'est-ce pas, les meilleurs projets qui sont capables de vous faire des rendements incroyables lors de ce prochain bull run. Mais j'ai également cherché des projets qui peuvent être rentables aussi sur le long terme, parce qu'il n'est pas question d'avoir un fois 1000 aujourd'hui et de l'avoir le lendemain un moins 900. Ok, c'est bien de gagner, c'est encore mieux de gagner sur le long terme. Il ne faudrait pas prendre des cryptos qui vont faire fois 10 aujourd'hui et demain le prix se redivise par 20. Ok, il faut faire très attention à ce genre de shitcoin là. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le top 3 ultime. Vraiment, j'ai pris pas mal de temps pour faire un maximum de recherches. Donc je compte sur vous pour liker au maximum cette vidéo, pour tout simplement m'encourager, pour booster la chaîne. Et alors ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo, je vais vous donner le mot du jour. Le mot du jour, c'est le mot que vous devrez mettre en commentaire. Et si vous le faites, vous pourrez être sélectionné dans les gagnants de mon tirage au sort. Vous savez que sur certaines vidéos comme ça, j'organise de temps en temps des tirages au sort. Et celui qui gagne peut remporter une somme intéressante. Je ne vous dis pas la somme, juste pour vous faire jouer le jeu. Ok? Donc, laissez le mot du jour en commentaire. Et pour découvrir le mot du jour, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, maintenant que c'est expliqué, allons-y, allons découvrir les cryptos qui vont nous rendre tout simplement riches. Let's go. Bon. La première pépite qu'on va découvrir, c'est Ethereum. Alors forcément, vous allez vous dire, mais est-ce que Ethereum c'est une pépite? C'est une crypto qu'on connaît déjà. Tout le monde connaît Ethereum, mais tu es en train de nous parler de quoi là? Je sais, ça a l'air contre-intuitif qu'on parle de pépite, mais je vous assure, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que Ethereum est pour moi parmi les meilleurs cryptos et les meilleurs crypto pépites de ce bull run. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas parler ici de shitcoin. Si vous voulez des shitcoins qui vont faire x1000 aujourd'hui et demain vous allez perdre tout votre argent, vous pouvez aller regarder ça ailleurs. Ici je vais vous parler des cryptos qui ont un fort potentiel, qui sont capables de faire des x5, des x10, des x20 lors de ce bull run-ci, mais qui également sont capables de gagner encore beaucoup plus de valeur sur les années qui vont venir, dans les 1-2 ans qui vont venir. Donc c'est pour moi, c'est ça vraiment les pépites. Parce que chercher le shitcoin qui va faire x1000 aujourd'hui, perdre 60% demain, regagner 30% l'autre jour, je pense que c'est plus du loto. Et là, vous allez simplement aller dans le CoinMarketCap, faire vraiment du loto, quoi. Vous regardez dans la liste, vous choisissez une crypto-monnaie, vous investissez dessus. Ici, on cherche des pépites qui ont un narratif fort, qui ont des bases solides et qui ont un potentiel de croissance énorme. Donc, on va commencer par Ethereum. Alors, pourquoi est-ce que Ethereum est une pépite crypto de ce prochain bull run-ci? Déjà, nous avons ce tableau-ci qui représente les dates limites des ETF Ether. Ok? Donc, ici, on a des gros fonds d'investissement. Pareillement au Bitcoin, Vanek, ARK Invest, HDEX, ils ont déposé, n'est-ce pas, auprès de la Security Exchange, une demande d'ETF Ethereum. Alors, pareillement au Bitcoin, vous savez déjà ce que c'est qu'un ETF. C'est tout simplement une sorte de représentation de l'Ethereum, mais qu'on pourra vendre sur les marchés traditionnels et que les institutions pourront facilement acheter. Et qui dit institution dit, n'est-ce pas, de grosses banques, de gros fonds d'investissement comme Vanek, comme ARK Invest, qui seront tout simplement exposés à l'Ethereum. Alors ça cause tout simplement une demande incroyable de l'Ethereum qui va monter dans les mois qui vont venir. Et on a déjà même pu voir cela parce que lorsqu'il y a eu la demande de l'ETF Ethereum, il y a eu, n'est-ce pas, une forte montée de l'Ethereum. On va voir ça tout à l'heure sur le graphique du prix. Donc lorsqu'il y a juste eu la demande, il y a déjà eu, n'est-ce pas, une appréciation du prix. Et actuellement, vous savez, en général,
il y a le phénomène de buy the rumor, sell the news. Donc, vous achetez la rumeur. Donc, lorsque on annonce déjà comme ça qu'il y aura l'ETF, beaucoup de personnes vont se positionner maintenant pour pouvoir profiter de la montée lors de l'annonce. Et c'est souvent l'inverse qui va se passer. Donc, avant l'annonce, le prix va énormément monter. Je pense que ça n'a pas encore commencé à monter comme il faut. Donc, je pense que pour moi, c'est ce que moi je fais. En tout cas, c'est pas un conseil en investissement, mais moi, j'accumule déjà beaucoup d'Ethereum parce que je sais que ce soit approuvé ou pas, d'ici à ce que ce soit approuvé, en fait, d'ici les dates limites qui est autour du, vous voyez ici, la date limite, c'est le 5 mai. Ok, le 23 mai, autant pour moi. Le 23 mai, alors c'est la notation anglaise. Ici, le mois vient avant. Donc, c'est le 23 mai, la date limite pour le premier ETF de Vanet. OK? Donc, ce qui fait que avant, d'ici cette date-là, je pense que l'Ethereum aura déjà pris beaucoup de valeur parce que beaucoup de personnes vont anticiper, n'est-ce pas, la hausse et ils vont commencer à acheter maintenant, ce qui va pousser l'Ethereum à prendre énormément de valeur. Donc, je crois que c'est le moment idéal de se positionner et je suis sûr que d'ici à cette date-là seulement, il pourra avoir un effet multiplicateur énorme sur l'Ethereum. Je parle là d'un x2, d'un x3 ou beaucoup plus. OK? Donc, alors, on continue. C'est les plein news qui me font penser que Ethereum est une pépite et qu'il faut vraiment acquérir ça pour le bull run. Il y a le fait que Ethereum est déflationniste. Vous avez forcément entendu parler de Demerge. Ok, on a parlé de ça ici sur cette chaîne, il y a des vidéos dessus. C'était la mise à jour d'Ethereum qui a rendu Ethereum, qui a fait quitter Ethereum du proof of work au proof of stake. Donc maintenant, sur le réseau Ethereum, il n'y a plus de mineurs qui sont là pour valider les transactions. Il y a plutôt des stakers. Et là, eux, ils gardent leur Ethereum, ils ne le vendent pas, ils gardent pour en avoir toujours beaucoup plus. Ce qui fait que Ethereum est devenu déflationniste. Avant, Ethereum était une blockchain qui avait une inflation très forte. Il y avait trop d'Ethereum sur le marché. Mais maintenant, il y a de moins en moins d'Ethereum sur le marché. Et même les petits Ethereum qui apparaissent sur le marché sont tellement stackés que les Ethereum deviennent de plus en plus rares sur le marché. Donc, vous imaginez qu'avec la demande qui va évoluer, avec les grands fonds d'investissement qui vont venir investir, et le fait que Ethereum est déflationniste, il y a de moins en moins d'Ethereum, vous comprenez encore que c'est un cocktail Molotov, comme on dit souvent, un cocktail tout simplement explosif. Ça peut faire exploser le prix de la crypto-monnaie. Donc, depuis le merge en septembre 2022, Ethereum opère un changement majeur vers un modèle déflationniste, transformant la dynamique économique de la blockchain. Les données de Ultra Sound Money révèlent une réduction notable de l'offre avec 39 663 Ethereum délibérément retirés de la circulation. Cela représente une valeur de 686,2 millions de dollars au prix de l'Ethereum actuel. Donc, vous voyez que cette diminution de l'offre est principalement due à la destruction d'un volume très important d'Ethereum. Donc, près de 2,65 milliards qui ont été détruits depuis, n'est-ce pas, de merge. Et ça même, c'est un rapport qui date un peu de quelques mois. Donc, vous imaginez encore jusqu'aujourd'hui comment est-ce qu'il y a tellement d'Ethereum qui sont sortis du marché. Donc, tout ça va créer un mélange qui va tout simplement exploser avec la demande des ETF, les ETF Ether. OK? Donc, maintenant, on peut encore voir ça. On peut encore voir cet article-ci qui précise ce que je vous ai dit tout à l'heure là. ETF, ETH au comptant et des retards sur la hausse du prix du Bitcoin. Pour rester d'abord sur la thématique des ETF, l'expert en ETF estime qu'il y a 70%, alors ça c'est Eric Balchumas, un énorme expert au niveau de Bloomberg. Eric Balchumas a répété qu'il y a 70% de chances qu'un fonds d'Ethereum soit négocié en bourse, soit approuvé. Je vous rappelle qu'il avait également fait des estimations que les ETF spot Bitcoin devaient être approuvés et ça a finalement été approuvé. Donc on estime vraiment que il a totalement raison et que les ETF Ethereum seront également approuvés. Donc ce qui est encore très intéressant, c'est que l'ETF a sous-performé par rapport au Bitcoin tous ces derniers temps. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, on va dire que Ethereum est sous un fil, c'est-à-dire on va dire quoi, un rempart. Il a appuyé comme ça la corde et il reste juste qu'il lâche la corde pour partir très loin. Donc vraiment, il y a tellement d'éléments qui se mettent en place pour montrer que le prix de l'Ethereum peut facilement faire un x2 dans les mois qui vont venir, un x2, un x3. Je rappelle que le all-time high, on va le voir tout à l'heure, de l'Ethereum était autour de 4500 $, et nous sommes aux alentours de 2000 $ actuellement. Donc faire un x2, c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment pas grand chose. Et avec les ETF Ethereum qui font qu'il y aura une demande énorme qui va venir par la suite, et le fait que ce soit des déflationnistes, je pense que dans les années qui vont venir, Ethereum va faire vraiment un x10 très très facilement, à mon humble avis. En tout cas, vous me laissez en commentaire ce que vous-même vous pensez. Ok, donc
alors, on continue ici avec ce graphique, ce qui montre le prix de l'Ethereum depuis sa création. Hein. Et on peut voir ici que le all-time high de l'Ethereum, alors, on n'a pas exactement le prix exact ici, mais vous pouvez voir ici, si on essaie de prendre à partir de là, si on essaie de mettre ça comme ça, donc c'est aux alentours de 4500 $, le plus grand d'Ethereum. Et actuellement, nous sommes à 2336 $. Donc, on peut voir qu'il y a cette montée-ci qui a été due au fait qu'il y a eu l'annonce, n'est-ce pas, des ETF Bitcoin. Voilà, pour la montée n'est pas très intéressante, pour la montée n'est pas très significative. Donc, avec le fait que ça soit devenu déflationniste, avec le fait qu'on part en bull run, avec le fait qu'il y a des ETF qui seront mis dessus, je pense qu'Ethereum va vraiment exploser dans les jours qui vont vraiment venir. Ok, donc vous voyez ici le market cap d'Ethereum n'est pas si grand. Hein. Quand on essaye de voir, bon, ça c'est le volume. Je n'ai pas représenté le market cap ici. Donc le market cap d'Ethereum n'est pas si grand comparé au Bitcoin. Donc vraiment un x10 n'est pas très est réaliste, est possible, du moins face à l'écosystème Ethereum qui est aussi tout simplement énorme. Donc ici je voulais plutôt vous montrer, n'est-ce pas, vous signifiez le fait que même si vous n'investissez pas dans Ethereum de façon directe, qui pour moi est une pépite sur laquelle il faut se positionner, vous pouvez investir dans les cryptos qui ont un lien avec Ethereum. Vous savez, Ethereum c'est tout un écosystème et il y a beaucoup d'autres cryptos qui ont un lien avec Ethereum. Il y a par exemple Chainlink, il y a Arbitrum, il y a Polygon qui sont des layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire des cryptos qui s'appuient sur la blockchain Ethereum. Et en général, on a toujours vu que quand Ethereum prend de la valeur, ces cryptos s'y prennent souvent encore plus de valeur. Ok, quand Ethereum prend de la valeur, il y a souvent que Polygon prend beaucoup plus de valeur. Donc si Ethereum s'apprécie à cause des ETF, les cryptos qui sont liés à Ethereum ont beaucoup de chances également de s'apprécier énormément. Donc pour moi, Ethereum est une pépite, mais encore, si vous avez beaucoup de capital, vous pouvez vous diversifier, non seulement en mettant de l'argent dans Ethereum même, mais aussi en mettant un peu d'argent dans les cryptos comme Chainlink, Polygon, Ethereum Name Service, surtout Ethereum Name Service qui a également pris beaucoup de valeur ces derniers temps-ci. Mais je vous conseille d'attendre qu'il y ait un petit retracement, donc que ça corrige, qu'il y ait une grosse chute avant d'investir. Parce que depuis un moment, il y a eu une prise de valeur énorme. Et je crois que ce n'est pas le moment idéal d'acheter. C'est souvent mieux d'attendre un peu qu'il y ait une correction pour pouvoir se repositionner. La seconde pépite que nous allons voir ici, c'est une pépite, une crypto un peu moins connue de l'écosystème, mais tout aussi intéressante. Il s'agit d'Injective. Ok, qu'est-ce que Injective? On va essayer d'expliquer ça vraiment très facilement. Un exchange sur Cosmos, la tête tournée vers les étoiles. Injective Protocol est un exchange totalement décentralisé construit sur Cosmos. La blockchain Cosmos est une blockchain qui permet l'interopérabilité des blockchains. Vous savez que les blockchains sont un peu comme des bases de données différentes. On a la blockchain Solana, la blockchain Bitcoin. Ce qui est sur la blockchain Solana n'est pas sur la blockchain Bitcoin, ne peut même pas être. On ne peut pas envoyer un token de la blockchain Solana sur la blockchain Bitcoin. Ce n'est pas possible. Donc il y a comme ça des protocoles, il y a comme ça des initiatives qui visent, n'est-ce pas, à rendre les blockchains interopérables. Si vous avez un NFT sur Solana, vous pouvez l'envoyer sur Ethereum. Si vous avez quelque chose sur Solana, vous pouvez envoyer sur une autre blockchain très facilement. Donc Injective, n'est-ce pas, s'appuie sur la blockchain Cosmos qui permet déjà l'interopérabilité des blockchains. Et c'est un exchange, n'est-ce pas, qui vient avec quelque chose de très intéressant. Vous savez, les exchanges sur la DeFi, la finance décentralisée, sont sécurisés, mais ils sont en général peu conviviaux. Ils ne sont pas faciles d'accès et il y a souvent un problème de liquidité. Vous voulez acheter une crypto-monnaie et vous constatez que vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité dans la pool. Il n'y a pas suffisamment de liquidité dans la pool de liquidité. Ou vous voulez alors vendre une crypto-monnaie, vous constatez qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité dans la pool. Il y a souvent des slippages énormes. Ok, je crois que vous savez ce que c'est que le slippage. C'est là que vous voulez acheter par exemple, vendre par exemple une grande quantité, mais comme vous avez une très grande quantité à vendre et qu'il n'y a pas assez de liquidité, souvent ce qui se passe c'est que vous vendez cette grande quantité là, mais étant donné qu'il n'y a pas assez de liquidité, ça fait chuter incroyablement le prix de la crypto. C'est que vous voulez vendre une crypto-monnaie à 50 $, mais vous vous retrouvez en train de la vendre à 20 $, à 10 $, parce que pendant que vous êtes en train de vendre, la liquidité est tellement faible que ça a eu un impact énorme sur le marché. C'est très courant dans la finance décentralisée. Donc, Injective Protocol vient donc essayer de fixer ça, de résoudre ce genre de problème-ci en mettant en place un carnet d'ordre sur la DeFi. Vous savez que la DeFi, en principe, aujourd'hui, ça fonctionne sur le principe des AR, Order Market. Ok, ce qu'on appelle les AMM, Automated Market Maker.
Donc, en général, c'est qu'on s'appuie sur des poules de liquidité. Vous venez avec de la crypto-monnaie, vous donnez à une poule de liquidité et cette poule de liquidité va donc permettre à d'autres personnes de faire des échanges, de faire des achats, des ventes. Ok, ça c'est le principe des DEX actuels. Mais Injective veut venir avec le principe qu'on connaît dans les échanges centralisés pour vraiment améliorer l'expérience, non seulement utilisateur, mais aussi de la liquidité. Parce que là-bas, plusieurs protocoles de finance décentralisés pourront se partager la liquidité. Vous avez un protocole sur Solana qui a de la liquidité, des USDT par exemple. Il peut se partager la liquidité avec un autre protocole qui est par exemple sur Ethereum qui a aussi de la liquidité. Donc vous comprenez comment ça va faire que les exercices décentralisés vont vraiment devenir conviviaux et en même temps ils auront une liquidité importante qui va vraiment faciliter, n'est-ce pas, les échanges sur ces exchanges-là. Donc ici on a par exemple ce tableau, c'est qui nous fait une comparaison intéressante entre le Bitcoin, l'Ethereum, Polkadot, Polygon et Injective. On peut voir ici qu'en termes de vitesse, Bitcoin est à 7 TPS, Ethereum à 14, Polkadot à 1500, Polygon à 7200 et Injective est carrément à 25 000. Vous voyez le gap, c'est énorme et ça veut dire que Injective est extrêmement rapide par rapport à, n'est-ce pas, toutes ces blockchains-là. Donc le temps d'attente c'est 60 minutes en moyenne sur Bitcoin, Ethereum c'est 15 minutes, Polkadot 30 secondes, Polygon 5 minutes, sur Injective on dit carrément instantané, tellement que c'est bas, on dit que c'est carrément instantané. Le nombre de blocs produits par seconde, de blocs produits sur Bitcoin, il faut 10 minutes pour produire un bloc, Ethereum 12 secondes, Polkadot 6 secondes, Polygon 2 secondes et sur Injective il faut environ 1 seconde pour produire un bloc. C'est vraiment rapide. Donc le nombre de frais sur Injective c'est encore le plus bas, 0,0002. Pourtant sur les autres blockchains vous voyez que c'est 0,01 ici, 2 là, 0,0012. Ok, donc je crois que c'est quand même plus cher que Polygon. Ok, mais ça reste extrêmement bas par rapport aux autres. Ok, donc le consensus c'est le proof of stake et vous voyez que par rapport c'est compatible à c'est compatible par rapport à la blockchain Ethereum. C'est en même temps DeFi primitive, ça permet de faire, n'est-ce pas, des order books. Ok, je voulais expliquer tout à l'heure que c'est le principe des échanges centralisés. Sur les échanges centralisés, c'est le principe des order books, ce qui fait qu'il y a une rapidité énorme dans le traitement des transactions et il y a une liquidité importante. Donc c'est ça qui veut nous mettre ici, le principe des order books. Il veut également insérer les oracles qui sont tout simplement c'est un ipso facto, hein, les oracles dans la blockchain aujourd'hui. Ok, donc on continue à avoir des éléments qui vont nous permettre de voir alors Optimism, Injective, Arbitrum, Avalanche. Alors ça c'est pour les frais de transaction. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Comparé à Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, Aptos, Injective a les frais les plus minimes. Vous savez que quand une blockchain a les frais minimes, ça va attirer beaucoup de personnes à aller sur cette blockchain là pour profiter de ces frais là, ce qui peut causer aussi une prise de valeur importante du token de la plateforme parce que ça va amener beaucoup d'utilisateurs et qui dit beaucoup d'utilisateurs dit beaucoup de demandes du token, qui dit beaucoup de demandes du token dit forcément une prise de valeur importante du token. Donc on peut voir ici le token Injective depuis sa création. Alors ces derniers temps il y a eu une prise de valeur énorme. Ok, donc on peut voir ici que autour de septembre, alors quand il dit ces derniers temps c'est quand même autour, n'est-ce pas, de janvier, février. Vous pouvez voir ici le 23 septembre, le février 24. Donc je me dis qu'ici on est autour de janvier. Alors vous pouvez aller regarder ça vous-même sur CoinMarketCap pour avoir des précisions plus importantes. Donc pour voir ici que ça a pris énormément de valeur. Donc je conseille également d'attendre qu'il y ait un gros retracement, une grosse perte de valeur pour se positionner. Mais je me dis que si pendant le bull market on a déjà pu avoir, n'est-ce pas, cette prise de valeur énorme ici, imaginez ce qui peut se produire lors, n'est-ce pas, du bull run. Imaginez juste, ça peut être tout simplement atroce, incroyable. Ok, donc on va maintenant s'intéresser à la tokenomics. Vous savez que la tokenomics est extrêmement importante. Hein. Pour tout token, si un token a un narratif important, si un token a un narratif fort, un token a des fondamentaux extrêmement forts, mais que la tokenomics est bête, rassurez-vous, vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent avec ce token-là. Donc, la tokenomics ici, on peut voir que il y a 36% de développement de l'écosystème, ce qui nous rassure qu'il y aura excessivement d'argent qui sera alloué à l'évolution de la communauté. C'est très important qu'on ait ça. La team c'est 20%, Private Sale c'est 17%, Liquidity Mining 10%, Binance Launchpad a pris 9%, Seed Sale a pris 6%, les advisors ont pris 2%. Ok, donc ça c'est comme ça que c'est constitué. Et il y a
juste depuis, n'est-ce pas, 2024, attends, depuis le 12 décembre 2024, il y a juste un seul unlock left du token. Donc, to be unlocked, donc il y a encore beaucoup de unlocks qui vont venir, n'est-ce pas, dans la suite. Ok, donc on va dire qu'il faut faire attention à ces unlocks là, parce que lorsqu'il y a un unlock en général, il y a une chute du token. Donc moi je crois que c'est même au niveau de ces unlocks là qu'il faut chercher à se positionner pour pouvoir acheter, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. Ok, donc allez, on continue, on va directement passer au troisième narratif qui est également très intéressant, hein, Kaspa. Kaspa, je crois qu'on a parlé de ça ici, ou pas encore. C'est également une blockchain qui est en train de venir pour résoudre l'éternel dilemme de la blockchain. Vous êtes au courant de ça. Vous savez qu'une blockchain vient et quand une blockchain se positionne, elle cherche à avoir ces trois éléments-ci. En même temps, elle doit être sécurisée. En même temps, elle doit être scalable. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir évoluer en termes de nombre de transactions. Ici, il y a beaucoup de transactions. La blockchain ne doit pas avoir de bugs. La blockchain ne doit pas avoir des frais extrêmement élevés. Et en même temps, elle doit être décentralisée pour s'assurer que du jour au lendemain, un État, quelqu'un ne décide pas de fermer, d'éteindre le réseau. Donc, chaque blockchain vient essayer de se positionner ici. Et on a vraiment ce problème avec beaucoup de blockchains. On va par exemple voir que par rapport à Bitcoin ici, si on va dans ce trilemme-ci, Bitcoin est une blockchain qui est très sécurisée, très décentralisée, mais peu scalable. Ok? Donc, Ethereum, par exemple, est scalable, bon, est sécurisé, ok, pas assez décentralisé et un peu scalable. Vous voyez que chaque blockchain se positionne, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, d'une extrémité. Ok, on peut prendre cette extrémité-ci ou bien cette autre-ci. Mais ce que Kaspa a envie de faire, c'est se placer au milieu pour essayer de résoudre ce problème-là de façon totalement géniale. On va essayer de comprendre un peu comment est-ce que Kaspa réussit à faire ça rapidement, et on ne va pas trop rentrer dans les fondamentaux, mais je vais rapidement vous expliquer parce qu'il faut toujours comprendre un peu quand même à quoi ça sert. Donc, le Kaspa s'appuie, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto. Le consensus de Nakamoto, c'est tout simplement les principes, les mécanismes qui sont à l'origine de la blockchain Bitcoin. Il faut la preuve de travail qui dépense l'énergie pour, n'est-ce pas, résoudre l'énigme cryptographique pour pouvoir produire un bloc. La sélection des blocs, la rareté, le Bitcoin s'est fixé à 21 millions et la logique économique qui récompense les mineurs à chaque fois qu'il y a une, n'est-ce pas, une création de blocs. Kaspa est vraiment basé sur ce que Bitcoin est. Ok, Kaspa s'est inspiré de Bitcoin pour pouvoir être là, et il y a juste quelques petites différences. On peut voir ici que ce tableau comparatif-ci, l'objectif c'est de résoudre, n'est-ce pas, le trilemme de la blockchain. Le Bitcoin ici, l'objectif c'est de garder, d'être un échange de valeur, une réserve de valeur autant pour moi. C'est vrai que le Bitcoin voulait être à l'origine une monnaie qui permettait de s'échanger, n'est-ce pas, de l'argent. Ok, mais avec le fait que le Bitcoin n'est pas très scalable, ça ne permet pas les transactions assez rapidement, ça cause un énorme problème. Donc Kaspa est venu essayer de résoudre ce problème-là. Vous voyez, c'est que pour la production d'un bloc, c'est de 1 seconde sur Kaspa, donc presque la même chose qu'injective. Pourtant, sur Bitcoin, c'est 10 minutes. Le consensus, le mécanisme de consensus, c'est toujours proof of work. On mine toujours du Kaspa. C'est la même chose sur Bitcoin. La technologie Kaspa est très scalable. Sur Bitcoin, c'est pas assez scalable. Le nombre maximal de Kaspa, ça sera de 28,700 millions. Ok, et sur Bitcoin, c'est 21 millions, vous le savez déjà. Est-ce que ça résout le problème du trilemme? C'est oui. On dit carrément que Kaspa résout le problème du trilemme de la blockchain. Parce que non seulement c'est extrêmement sécurisable, le proof of work, mais en plus c'est extrêmement scalable. Vous voyez, une blockchain en proof of work va avec 1 seconde. 1 seconde de temps de transaction, c'est tout simplement incroyable. En général, ce sont les blockchains à proof of stake qui réussissent à faire ça. Donc, l'adoption est wide comparé au Bitcoin qui est limité. Je ne pense pas que là c'est vrai. Je crois que ça c'est pas vrai. L'adoption n'est pas très wide par rapport au Bitcoin qui est limité. Le market cap de Kaspa c'est de 566,259 milliards et pour Bitcoin c'est à près de 1 trillion de dollars. Bon, on ne peut pas comparer vraiment le Bitcoin à Kaspa maintenant. Kaspa c'est une blockchain assez récente, mais il faut quand même le dire que même comme c'est récent, il y a quand même un market cap qui peut être intéressant ici. Donc, sécurité versus évolutivité. Alors ça c'est toujours pour vous présenter un peu Kaspa. On dit ici que cependant Bitcoin s'est heurté à une problématique inhérente au consensus de Nakamoto, parce qu'il y a eu un consensus entre la sécurité et l'évolutivité.
En l'occurrence, un bloc est produit toutes les 10 minutes sur le protocole Bitcoin. Et ainsi, le nombre de transactions est entre 3 et 7 par seconde. Cet intervalle permet au lieu de prendre connaissance des informations contenues dans le bloc et de l'ajouter à la chaîne. Ok, donc ça c'est fait exprès sur Bitcoin. C'est pour garantir une certaine sécurité. Mais en même temps, vous comprenez que pour attendre tout ce temps-ci, ça ralentit la scalabilité de la blockchain. Donc Casper est venu en quelque sorte avec un principe très ingénieux, hein, mais également très technique. Je ne vais pas entrer ici dans ça ici. C'est quelque chose avec des graphes acycliques, quelque chose de très mathématique. Si ça vous intéresse, laissez un commentaire, on pourra faire une vidéo totalement dédiée à ça. Ok, donc moi je vais pas entrer dans tout cet aspect technique là ici, ça sera très ennuyeux pour vous. Donc dans ce graphique, si on peut voir que vraiment la max supply de Casper c'est de 26,7 millions, 1000 millions, je crois qu'on a vu ça tout à l'heure. Et comme le Bitcoin, il y a une limite bien fixe, du market cap de Casper. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire éternellement, ce qui peut également entraîner une certaine rareté par la suite. Et on peut voir ici que le coût du Casper c'était très bas il y a quelques temps, mais tout aussi bien aux alentours de décembre. Vous pouvez voir ici, il y a eu une grosse prise de valeur et puis il y a eu un certain retracement. Je pense qu'il y aura encore peut-être un petit retracement, sauf si on part en bull run. Mais je pense que si vous avez du capital, c'est important peut-être de commencer à faire du DCA ici. Investir un peu chaque jour, investir un peu chaque 2 mois ou chaque 1 mois, chaque une semaine. Ça dépend de vous et de vos fonds et de comment vous gérez votre argent. Vous pouvez décider de commencer à vous positionner ici. Et s'il y a un retracement, vous rechargez à l'eau maximum. Et je pense que Casper également a de forts potentiels parce que avec le trilemme qui est résolu, cette rapidité qui est mise en place, le fait que ça va être utilisé comme moyen de paiement chaque jour, au jour quotidien, ça peut être quelque chose qui va prendre de la valeur non seulement énormément lors de ce bull run-ci, mais aussi lors, n'est-ce pas, des années qui vont venir tout simplement. Ok? Donc, alors, on va ici voir que la tokenomics de Casper, est très intéressante. Hein? Max Supply, on a déjà parlé de ça. Circulating Supply, c'est de 16 milliards par rapport à sa Max Supply. Donc, on va dire plus de la moitié des casques ont déjà été émis. Donc, il n'y a pas eu de ICO, hein, il n'y a pas eu de prémisse, il n'y a pas eu tous ces histoires qui permettent aux gens d'avoir beaucoup de tokens et de venir dump le marché. Ça se produit, n'est-ce pas, en minant comme le Bitcoin, ce qui est aussi très bien pour une crypto-monnaie. Alors, ici, c'était une petite analogie que je voulais vous donner à la fin pour vous montrer la différence entre Casper et Bitcoin. Donc, Casper, c'est une bibliothèque numérique moderne. Bitcoin, c'est une bibliothèque numérique traditionnelle. Dans Casper, les livres sont organisés sur des étagères virtuelles reliées entre elles par un réseau complexe. Ajout de livres, c'est facile et rapide sans perturber l'organisation existante. La recherche est plus puissante et plus flexible qui permet de retrouver un livre plus rapidement. Alors sur Bitcoin, les livres sont rangés sur des étagères et physiques dans un ordre chronologique des blocs. Ajout de livres est plus long et plus complexe et la recherche des livres est plus lente et moins flexible par l'organisation physique des livres. Donc ça c'est une petite vue que je voulais sortir comme ça pour vous montrer la différence entre Casper et le Bitcoin. Alors maintenant qu'on a vu, n'est-ce pas, ce dernier narratif, si vous avez entre vos mains les clés pour pouvoir performer lors de ce prochain bull run-ci. Alors j'ai limité cette vidéo à 3 pépites. Certes, j'ai vu d'autres pépites, mais je ne voulais pas comme ça vous donner trop d'informations en même temps. Si ça vous a plu, laissez en commentaire le mot du jour. Le mot du jour est Ethereum. Le mot du jour est Ethereum parce que Ethereum pour moi c'est la plus grosse pépite. Mais laissez en commentaire, n'est-ce pas, non seulement le mot du jour, mais si vous souhaitez que je vous fasse une autre vidéo comme ça où je vais vous donner encore peut-être 3 autres pépites que je vais trouver comme ça, je pourrais le faire. Ok, je pourrais le faire. Pour vous, je peux le faire. Laissez ça en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker, de partager au maximum la vidéo. Et je vous conseille également d'aller voir la vidéo sur comment est-ce qu'on trouve ces pépites-là, parce que je vous ai donné la méthodologie. Je vous ai appris à pêcher avant de vous donner le poisson. Je vous ai donné la méthodologie. Donc, allez également voir cette vidéo-là. Je laisse ça épingler plus haut et on se dit à la prochaine.